L'être autant pour les sociétés et les peuples. C'est ce souci de dignité, cet impérieux besoin de liberté. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et il vous dit: je sais que, suivant ce que je connais de toi, une porte fermée à double tour, à clé, sans clé tu peux l'ouvrir. J'ai dit: ne me flattez pas, monsieur le président, dites-moi ce que vous voulez de moi. Il dit: je veux que tu retournes en France, parce que je me rends compte maintenant que la situation devient sérieuse. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Témoin: Béaboudi et Saïfoulaye. Les quatre qui étaient présents dans la voiture, vous étiez dans son bureau. Dans son bureau. J'ai dit: monsieur le président, vous me flattez. J'ai dit: je ne suis pas capable. Il dit: non, je ne dis que ce que je pense. Tu peux refuser. Mais s'agissant de la Guinée, je sais que ton opinion, tu veux que la Guinée avance, tu ne veux pas du recul de la Guinée. Tu es venu le matin, tu repars le soir. Il faut arranger cette situation. Voilà comment je suis rentré dans l'histoire de la Guinée à ce niveau-là. Ce n'est pas mon mérite. J'ai été choisi, je le dis, je le répète, par Ahmed Sékou Touré. Par le destin. Donc je suis parti le soir. Vous acceptez la mission? J'accepte la mission et je Mais vous n'aviez pas de conditions aucune, sauf permettre d'aller voir ma famille. Les enfants et leur maman habitaient là des chemins de fer vers le marché. Je suis allé les embrasser. Prendre des bénédictions aussi? Ben, je m'attendais à des bénédictions. Alors je vais les voir. Mais la police du PDG était tellement bien organisée que je me doutais que je serais suivi durant mon séjour ici. Durant les 24 heures? Exactement. Pour que rien ne lui échappe. J'arrive voir les enfants, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit: je repars ce soir. Alors c'était évidemment la tristesse. Ils disent: comment tu viens ce matin, après on te voit, tu repars ce soir? J'ai dit: non, je vais faire des va-et-vient. Alors ça l'a calmé un petit peu. Il y a un garçon qui était ici, qui était le président des étudiants guinéens en France. Quand les Sékou Touré et Saïfoulaye étaient députés, évidemment, eux ils étaient en France, quand ils venaient là-bas, ils profitaient de leur présence à l'extérieur de la Guinée pour les malmener. Ils organisaient des conférences et tout. Sékou Touré avait gardé une dent contre lui. Le garçon ayant su que je suis à Conakry, était rentré, a tenu à tout prix à me voir. J'ai dit: mais attention, si quelqu'un vient me voir, que la personne ne sorte pas d'ici si elle a la chance d'arriver jusqu'à moi. Je me doutais que je serais suivi dans les moindres détails, filé. J'ai dit: je vais aller et je reviens tout de suite. Entre-temps, vient ce garçon qui avait malmené les nouveaux députés guinéens dont Sékou Touré. Sékou avait gardé rancune. Le garçon est arrivé et dit: je viens voir le frère. Moi. Ma femme dit: le frère est allé à côté, mais vient tout de suite. Mais il m'a donné comme consigne que toute personne qui aurait la chance de venir jusqu'ici, le voir, ne sorte pas d'ici, parce qu'il craint, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit que vous l'attendiez. Le garçon a attendu 2 ou 3 minutes, dit: ah madame, c'était à côté du marché central là. Il dit: madame, il va juste acheter des cigarettes en attendant que le frère arrive. Ma femme lui dit: pourtant j'ai reçu la consigne de ne pas laisser sortir. Il dit: mais je viens tout de suite à côté, regardez les tabliers là. Il sort, tac, on met la main sur lui.
J'étais filé. Toute personne qui pouvait me voir devait être repérée. Le garçon est parti. Comment il a su que vous veniez, que vous étiez là? Ah, mais rien ne le cachait. Ça se disait à la radio, ça se disait par les personnes qui ont assisté à la conversation, par les transmissions. Il y avait les secrets sans secret. Lui, il croyait que tout était secret. Mais il y avait des gens aussi qui vendaient les secrets. Alors, je reviens donc, le gars, il a été pris, il est parti, il est mort à Boireau. Dans l'interrogatoire de ses amis à l'extérieur, il désigne un garçon qui s'appelait Fodé Touré, qui était un gros bonhomme, qu'on appelait Fodé Logo, il était de Fodé Caria. On l'a arrêté. Le garçon est mort à Boireau, Fodé Touré est sorti de Boireau, les dents étaient abîmées, on l'avait tellement maltraité, il n'a vécu pas longtemps, il est mort lui aussi. Voilà comment les choses ont commencé à Guinée. Donc ça, c'était à l'occasion des 24 heures que vous aviez passé dans le pays, venu sur invitation du président Sékou Touré. Avec la mission maintenant de repartir. La mission d'aller détendre un peu l'atmosphère entre la France et la Guinée. Vous prenez votre avion le même jour, c'est ça? Le même soir. Le même soir. Vous arrivez à Paris? J'arrive à Paris avec l'intermède de Marseille. Notre avion a eu des ennuis mécaniques, on a atterri à Marseille. Mais je crois que les idées se rencontraient. Focard, qui était l'homme à tout faire de Gaulle. Jacques Focard, c'est ça. Jacques Focard, le célèbre, avait donné des instructions au préfet de Marseille de s'occuper de quelqu'un dans l'avion qui s'appelait Nabi Youla. Pourquoi? Parce que je devenais un peu précieux pour les deux. La France aussi avait tellement d'intérêt en Guinée. Ne voulait pas couper avec la Guinée. Et voulait s'appuyer sur vous? Enfin, voulait s'appuyer sur une possibilité de réconciliation. Donc la porte n'était pas totalement fermée. Malgré le fait que De Gaulle s'est senti insulté. La mission qui vous est confiée, vous l'acceptiez, et le même jour, le même soir, vous prenez l'avion en direction Paris avec une escale particulière à Marseille. Où j'ai été bien reçu, à mon grand étonnement. Je suis parti de Paris avec une incertitude. À Paris, à Marseille, la préfecture envoie quelqu'un chercher, voir si M. Nabi Youla a fait un bon voyage et qu'on l'attend à Paris. Prémonition comme quoi c'était une mission qui était bien partie. J'arrive à Paris et, comme prévu, je vais voir le président Houphouët-Boigny. Avant de voir le cabinet du général de Gaulle, rue de Varennes. Il était à ce moment-là président du Conseil. Il n'était pas président de la République. Avec comme secrétaire général, comme chef de cabinet, l'incontournable Focard. Jacques Focard. Et comme directeur de cabinet, Pompidou. Georges Pompidou. Georges Pompidou. Vous savez, la vie, c'est quelquefois de hasard extraordinaire. Nous ne sommes pas comptables de notre existence. Alors j'arrive à Paris, je vais voir le président Houphouët-Boigny. Je lui dis voilà, je suis chargé par le responsable guinéen de ce moment d'avoir un contact avec la rue de Varennes, où est le général de Gaulle. Mais je n'ai aucune connaissance qui peut m'amener jusque là-bas. En vous quittant, je vous ai dit que j'aurais peut-être besoin de vous en revenant. Le cas présent m'oblige à venir vous voir en premier. Aidez-moi. Mais ce n'est pas moi que vous aiderez le peuple guinéen. Parce qu'aujourd'hui, je dois réparer l'erreur qui a été commise par celui qui n'a pensé qu'à son ego, se montrer. C'est moi qui ai dit non à De Gaulle. J'ai dit, il ne peut rien faire. Je sais que vous avez fait beaucoup pour lui. Je suis témoin de tout ce que vous avez fait parce que nous habitions, Sékou et moi, il y avait 2 maisons qui nous séparaient à Boulbini. Dans ce quartier, il y avait des gens célèbres. Il y avait un Madera Keïta qui était du Mali, qui était pas du Mali à cette époque, du Soudan français. Qui a fait William Ponty aussi. Avec moi. Qui était mon promotionnaire à William Ponty, mais lui, section administrative. Et qui est venu ici comme premier responsable du RDA, que Sékou Touré a remplacé. Dans ce quartier, il y avait un homme célèbre qui était le plus populaire
de la capitale et des environs, un certain Amara Souma, dont le fils est aujourd'hui conseiller du président Alpha Condé. Comment il s'appelle? Almami Souma. Vous êtes dans le bureau de Félix Houphouët-Boigny. Alors je suis dans le bureau de Félix Houphouët-Boigny, il me dit « Ah, Nabi », avec sa voix nasillarde, que j'aimais beaucoup. « Nabi, mais je devais savoir que nous ne sommes pas encore au niveau des Français. Il n'a pas été intelligent de demander tout de suite l'indépendance. » Alors il a voulu continuer de dire « Monsieur le Président, faites pour moi. Faites pour le peuple silencieux de la Guinée. Faites en sorte que je rencontre le général de Gaulle. Je n'ai aucune possibilité. Mais vous pouvez me donner la possibilité. » Alors, c'était un bon Africain, merveilleux homme, que j'adore, même dans sa tombe. Il me dit, bon, tu peux partir. Je te donnerai la réponse dans les jours à venir. Je vais à mon bureau. Le lendemain, sa secrétaire m'appelle. Monsieur Nabioula, j'ai dit oui madame. Le président Félix Houphouët-Boigny vous attend rue de Lille. C'était pas loin de l'Assemblée nationale française. Il dit oui, à son bureau. Où sont ses bureaux? À telle heure, à tel jour. J'ai dit je vous remercie madame. Le jour où j'arrive, il me dit, j'ai pris rendez-vous pour toi, parce qu'il me tutoyait, c'était son fils. Il dit, tu as rendez-vous avec celui qui fait des faits au palais de De Gaulle, Foccart, tu as rendez-vous avec lui tel jour à telle heure. J'ai pris sa main, je me suis baissé, j'ai dit, je vous remercie. Ce que vous faites pour moi, en fait, pour toute une nation, parce que l'opinion qui a été exprimée devant le général de Gaulle, ce n'est pas l'opinion de la population guinéenne. Mais les choses étant ce qu'elles sont, M. Sékou Touré a profité de sa situation. Je vais voir de Gaulle par l'intermédiaire de Foccart. Foccart était au rez-de-chaussée de la rue Varenne. Au premier étage était le général de Gaulle avec son directeur de cabinet Pompidou, Georges Pompidou. Foccart me reçoit et me monte au bureau. Bon, je m'assois, mais il me fait face à quelque chose comme un mur, une espèce de cloison en bois. Je ne pouvais pas savoir ce qui est derrière. À un moment donné, j'entends la cloison s'ouvrir électriquement. Ram! Je regarde, il y a un monsieur qui fait 2 fois ma taille, qui est tout au milieu de la salle. Et De Gaulle ne pouvait pas être montré. Je me lève, je fais une révérence. Je prends la main, je vais vers lui, je lui serre la main. Entrez. Avant de nous asseoir, il me dit, savez-vous que je vous reçois pour 5 minutes? Ça, c'est le général de Gaulle qui parle. Oui. Vous aviez 5 minutes pour le convaincre. Oui. Enfin, 5 minutes pour qu'il m'entende. Déjà, pour vous écouter d'abord. Pour m'écouter. Et conclure. J'ai dit, oui, mon général. Il me fait asseoir. Alors, je commence mon laïus. Comme quoi c'était un malentendu, etc., etc. À un moment donné, regarde, ça monte, il reste 1 minute, il dit. J'ai dit, mon général, je vais m'inspirer d'un exemple. En 1940, quand vous avez été envoyé à Winston Churchill, le Premier ministre anglais, pour dire que la France se détachait de l'Angleterre pour faire une paix séparée parce qu'elle n'en pouvait plus avec les Allemands qui bombardaient tout, détruisaient tout en France, et que le peuple de France ne pouvait plus supporter plus. Vous avez demandé au Premier ministre anglais d'aller vous exprimer vous-même à la BBC, la télévision, la radio-télévision anglaise, parce que le peuple n'avait pas accès aux documents confidentiels qui vous étaient envoyés, mais vous vouliez le dire vous-même pour que le peuple, cela vous aide. Winston Churchill, le Premier ministre anglais, vous a donné son accord. Là, vous êtes allé à la télévision. J'étais dans un pays qui n'accepte pas que la France perde la guerre. Le cœur, nous étions avec vous.
10 minutes qui restaient sont transformées en 4 heures. J'ai fini par faire comprendre à De Gaulle que la France aussi n'avait pas intérêt à se couper de la Guinée. Le soir même, je prends l'avion pour Conakry, encouragé par le fait que les fils commençaient à se retrouver. Je viens voir Sékou. D'entrée de jeu, quand je l'ai vu, il me dit, t'as pas reçu, n'est-ce pas? J'ai dit, comment? T'as pas écouté les radios? J'ai été reçu. Il dit, quoi? Je lui explique les choses. Alors il me dit, il faut continuer. Parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait fait le saut dans le vide. Est-ce que nous sommes capables nous-mêmes de fabriquer une aiguille? Je ne pense pas de l'aiguille que tu fabriques qui sera noire, qui ne pourra même pas coudre. Alors, ainsi, chargé maintenant de représenter Sékou entre le mois d'octobre, le 28 septembre, donc j'ai fait le commencement le lendemain du 28 septembre, octobre, novembre. De Gaulle, petit à petit, je suis arrivé à assouplir lui aussi sa position au point qu'il pouvait espérer à ce moment-là que la Guinée n'était pas tout à fait perdue. Parce que ça pouvait être aussi un mauvais exemple de la Guinée. On jouait sur le tableau. Notre ego voulait que nous soyons les premiers à avoir dit non, mais pour la France, ce n'était pas très agréable aussi. Pour ne pas que ça fasse effet boule de neige. Exactement. Alors, au bout de 3 mois, à la veille, puisque nous avons pris notre indépendance, il fallait que nous soyons admis aux Nations Unies. À l'ONU. L'Organisation des Nations Unies, à l'ONU. Il y avait un garçon qui faisait du bon travail là-bas, Téli Diallo, qu'il avait déjà envoyé au Ghana. Puis ensuite, avec le concours de Nkrumah, qu'il était parti aux États-Unis pour préparer le terrain. Et Sékou attendait les résultats de notre demande aux Nations Unies. Moi, j'étais à Paris pour continuer à exploiter les avantages auprès de De Gaulle pour que la France, par le truchement du Conseil de sécurité, qui donne le feu vert pour que les Nations Unies disent oui ou non. Ne pose pas son veto. Exactement. Et De Gaulle m'a dit, pour respecter les choses, la France ne votera pas pour vous. Mais, avec ce que vous avez fait, votre comportement et tout ce que vous me promettez, nous nous abstiendrons. C'est l'abstention de la France qui nous a permis le 8 décembre 1958 d'être admis aux Nations Unies. Avec les autres peuples, la France s'étant abstenue. L'abstention ne comptant pas dans le vote positif ou négatif, nous étions admis. C'est écoutez, imaginez tout de suite de faire un voyage triomphal. Aux États-Unis, il y avait Kennedy. Le président John Fitzgerald Kennedy. Et puis en Angleterre, on m'a demandé de venir l'accueillir. Avec la reine actuelle encore. Elisabeth II. Qui vient de perdre son père. Elle était en voyage au Kenya lorsqu'elle a été appelée pour monter sur le trône. Elle nous a reçus. Dans son carrosse, était venu accueillir Sékou. Et nous sommes montés dans le carrosse, on est allé à Birmingham Palace. Nous a bien reçus. La reine était jeune. Et comme ce groupe que nous constituions était un groupe de jeunes, c'est pourquoi intéressé à ce groupe-là. À tel enseigne que Sékou peut me provoquer et me dit, cette femme est amoureuse de toi. Et comme pour vous récompenser, ou en tout cas comme une suite logique de vos exploits diplomatiques, vous êtes nommé ambassadeur de la Guinée en France. Non, c'est avant. C'est avant. J'avais présenté mes lettres de créance en Guinée, en France. Le 15 janvier 1959. Oui. D'accord, donc c'est en votre qualité d'ambassadeur de la République de Guinée en France. J'étais accrédité dans 2 pays. Deux pays. La France, 3. Je me trompe. La France, l'Angleterre et la République fédérale d'Allemagne. RFA. C'était à l'époque où l'Allemagne était divisée. Vous aviez la DDR, qui était d'obédience communiste,
Bloc de l'Est, et l'autre RFA. de l'Ouest. Alors j'étais accrédité en République de l'Ouest avec pour capitale Bonn. Bonn. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on était obligé, parce qu'après on s'est rallié au bloc de l'Est, bon, on connaît la suite, et pourtant vous aviez réussi à détendre un peu l'atmosphère. Comment ça s'est gâté? Comment on s'est retrouvé dans le bloc de l'Est, alors que bien avant il y a un travail de rapprochement qui avait été effectué pour rester dans, ou en tout cas être plutôt proche du capitalisme, si on peut le dire ainsi. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu cette période et cette transformation, en tout cas ce changement, cette orientation qu'on a prise. Les choses se sont passées de façon simple. Lorsque la France et la Guinée se sont momentanément coupées. Mais nous étions des pays habitués aux choses de l'Occident, de la France. Nous recevions du sucre en morceaux. Nous recevions des vêtements, par exemple les tricots qui se faisaient, les sous-vêtements. Pour ne citer que ces deux exemples. Les pays de l'Est, la Russie, l'Union soviétique, profitant avec ses satellites de la situation de séparation de la Guinée et de la France, ont voulu prendre la place. Mais voilà, les réalités sont têtues. Ceux qui venaient de la France comme ravitaillement, je prends par exemple le sucre ou les sous-vêtements. Deux exemples typiques. Le sucre ne venait plus en morceaux, c'était des blocs. Il fallait les piler dans le mortier pour avoir de la poudre et servir, ce qui fait que c'était difficile à utiliser. On n'était pas habitué. Mais comme on n'avait pas de possibilité de rechange, on était obligé de vivre avec quelque temps. Les vêtements, par exemple, on les fabriquait en Europe centrale. En Tchécoslovaquie, par exemple, ça venait au départ, les tricots que je porte là-dessous, venaient au genou. Une fois lavé, ça montait ici. Une fois, j'ai eu un exemple. Une femme on n'avait pas de lait pour les enfants. Le lait qui venait de France, avant, auquel ils étaient habitués, c'est ce que les femmes qui n'avaient pas de lait achetaient pour donner à leur bébé. Alors, une fois, il y a eu une scène. Il y a eu un magasin, je ne sais pas qu'est-ce qui est là-bas.